Merci à tous les trois d'être là pour poursuivre justement les réflexions. Et nous allons faire de façon assez simple. On va vous écouter, chacun de vous trois, quelques minutes, avec un propos liminaire au terme desquels on échangera sur le plateau. Et puis, bien sûr, on prendra vos questions jusqu'à 11h15. On va commencer avec vous, Pierre. Vous êtes le président de la Fondation de France. Il y a en France un écosystème de la philanthropie qui est assez caractéristique, avec différents acteurs. Quel diagnostic portez-vous justement sur ce système et quel rôle la Fondation de France y joue-t-elle? André Comte-Sponville insistait sur une définition des rôles de chacun et appelait à un travail collectif, facteur d'efficacité, à condition que les rôles soient bien définis et déterminés. Et ça invite à réfléchir à ce que sont les rôles respectifs de l'État, de l'entreprise, de la philanthropie, et de la manière dont la répartition de ces rôles a évolué. De manière schématique et théorique, les choses étaient assez claires au départ. À l'État, la poursuite du bien commun, poursuivie par la mise en œuvre de politiques publiques, avec un financement par l'impôt. À l'entreprise, la production marchande, la création de valeur, au bénéfice de ses salariés, de ses actionnaire, et avec la mobilisation de ressources privées. Et la philanthropie, elle, poursuit des buts d'intérêt général, par le soutien d'actions, par le financement de projets, correspondant à un choix des donateurs, à un choix des fondateurs, et avec le financement apporté par leurs dons. Répartition des rôles, encore une fois, assez claire. Et puis, aujourd'hui, force est de constater que ces distinctions se sont un peu diluées et que les frontières sont devenues poreuses. L'État, impécunieux, comme nous le savons, fait appel de plus en plus à des financements privés, voire même à la philanthropie pour le financement de ses politiques publiques, y compris dans des domaines qui étaient au cœur de ses missions, éducation, santé, par exemple. L'entreprise elle-même, par l'élargissement de son objet social, la loi Pacte a marqué un tournant important à cet égard, l'idée que l'entreprise, au-delà de son objet social strict, devait avoir une raison d'être, a développé des actions allant au-delà de son objet initial au titre de sa fameuse responsabilité sociale et environnementale. Et puis la philanthropie elle-même, aujourd'hui, encore une fois en lien avec le fait que l'État fait de plus en plus souvent appel à elle, a un rôle de plus en plus central dans des politiques publiques essentielles, tout en continuant à reposer sur des financements privés, même si, comme le dit la Cour des comptes, derrière les dons, il y a aussi une incitation fiscale et donc ce que la Cour des comptes appelle une dépense fiscale. Cette évolution est, me semble-t-il, fondamentalement positive parce que ça ouvre la voie à des associations, des partenariats, des actions collectives, et l'action collective, c'est un élément d'efficacité. Mais il y a également des risques et des limites dans cette évolution, et sans doute allons-nous en discuter dans cette table ronde. Le premier risque est lié au fait que la philanthropie soit appelée à se substituer à l'État pour le financement de politiques sous-financées et sous-dotées. Ce n'est pas sa vocation, et ce serait un péril redoutable pour la philanthropie que d'être appelée simplement en remplacement d'un État qui ne contribuerait plus suffisamment au financement de ces politiques publiques. Et vis-à-vis de l'entreprise, il me semble qu'il y a un certain risque à ce que l'entreprise considère qu'elle doit internaliser ce qui auparavant relevait du mécénat, du financement d'actions extérieures à elle, parce que même si son action reste désintéressée par son objet social, ce ne sera pas au moins autant désintéressé que lorsqu'elle finançait des actions totalement extérieures à elle. L'égoïsme partagé consiste à agir pour soi-même, comme l'a dit André Comte-Sponville, et donc il est important que l'entreprise continue à faire autre chose que de l'internalisation de sa poursuite d'objectifs généraux
ou d'objectifs sociaux. Merci Pierre. Patricia, je me tourne vers vous. Au fond, Pierre faisait une adresse implicite au monde des entreprises. Vous êtes patronne de l'AFEP. L'AFEP, ça regroupe les grandes entreprises privées. Vous êtes aussi l'une des personnes les plus influentes dans les milieux économiques français. Jusqu'où une entreprise peut-elle être désintéressée? Doit-elle être désintéressée? Alors je crois que Pierre, merci d'abord de cette invitation. Je crois que Pierre a dit beaucoup de choses qui sont très vraies sur d'où on vient, et j'espère où on va, sur les raisons pour lesquelles les choses ont été faites ainsi. Et dans le moment que nous vivons, les entreprises, depuis quelques années, en effet, ont eu la conscience d'un rôle social qu'elles ont toujours exercé quand même, qui a toujours été vrai, l'entreprise dans la cité, le rôle important, mais je pense que l'internationalisation de certaines, la taille, l'évolution des choses, le rapport qu'elles avaient avec leurs collaborateurs, a fait qu'on a défini un peu mieux toutes ces missions de l'entreprise, dont la finalité doit rester l'objet social de l'entreprise, c'est-à-dire sa mission de production et de vente de biens dans une chaîne de valeur. Mais on y a entouré beaucoup d'autres choses aussi qui ont eu pour mission d'impliquer les collaborateurs, de définir un objet au-delà de l'objet social, une responsabilité sociale et environnementale. Ça a été aussi beaucoup poussé par des causes. Et donc la prise de conscience à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ce rôle d'influence sur l'ensemble des choses a poussé un peu à ces idées de participation. Je crois que ce qui est très important, ce qu'a dit Pierre Sellal, c'est que l'État ne renonce pas à son rôle. Les entreprises n'ont pas pour objet de se substituer à l'État, ni au secteur public dans tous les domaines, dans les missions qui lui ont été confiées, ni sur la pensée, ni sur les actions culturelles ou toute autre association. Mais en revanche, on peut les accompagner et on peut essayer de trouver dans les entreprises, et on y reviendra tout à l'heure, un rôle à jouer qui est en ligne, est en lien, est en résonance avec sa mission, son objet social, son activité, les collaborateurs qui pensent à un certain nombre de choses et l'utilité qu'elle peut avoir par un savoir-faire particulier ou par une nation. Donc on reviendra sur la façon de l'exercer, mais je pense que les deux rôles existent, qu'il ne faut pas les confondre, mais il ne faut pas non plus les disjoindre complètement. Merci. Bernard Cazeneuve, en France, c'est l'État, évidemment, qui est réputé le meilleur garant de l'intérêt général. Il y a là quelque chose de, disons, qui dépasse la France, mais qui est probablement plus vrai en France qu'ailleurs. Quel rôle peut-il jouer, cet État, dans la philanthropie, surtout au moment où les moyens financiers sont comptés? Vous savez ça mieux que quiconque, vous qui avez dirigé le gouvernement, qui avez été ministre du budget. C'est une réalité que vous avez expérimentée de près. Bien, je vais essayer d'intervenir en complémentarité avec ce qu'a dit André dans son introduction et ce que viennent de dire Pierre et Patricia pour situer les responsabilités et les rôles des différentes organisations qui contribuent au développement de la philanthropie. Premièrement, on est dans une société très singulière de par son processus de construction historique. En France, l'État préexistait à la nation s'incarne dans l'État, c'est l'État qui produit essentiellement la norme, il est le garant de l'intérêt général, et dans le processus de construction de ce modèle politique, beaucoup de nos représentations nous conduisent à considérer que dès lors que l'État n'assume pas les missions de solidarité, les grandes missions à caractère social et même de développement des politiques culturelles, il faillit à ses missions et que tous ceux qui pourraient se substituer à lui sont suspects de vouloir le faire. Ça, c'est la représentation politique générale en France. Et d'ailleurs, si vous prenez un certain nombre, y compris d'œuvres littéraires ou philosophiques ou intellectuelles, je parle sous le contrôle d'André du XIXe siècle, il y a un processus de construction de l'État social progressif, à mesure que la révolution industrielle se développe, et une grande suspicion à l'égard des courants politiques favorables au développement de l'État social, à l'égard de la philanthropie considérée comme l'instrument dans la société de la bonne conscience et le prétexte pour l'État de ne pas s'engager dans les missions qui sont les siennes. C'est la tradition politique française. Mais les choses ont beaucoup changé. Elles ont beaucoup changé pour plusieurs raisons qui ont été évoquées, et je les évoque à mon tour de façon très synthétique et brève. Premier élément, la globalisation de l'économie. Dans l'économie globalisée,
Le sentiment existe de plus en plus que l'État qui pouvait agir a perdu une partie des instruments de sa puissance. C'est la crise du politique que vous évoquiez tout à l'heure. Et ce sentiment de l'impuissance conduit parfois la posture morale à se substituer à l'ambition politique. La morale suffit à satisfaire l'ambition politique, ou en tous les cas se substitue à elle. Deuxièmement, beaucoup d'entreprises qui ont une dimension internationale dans la globalisation ont parfois plus de capacité d'impact que ne peuvent l'avoir des États impécunieux. Troisième élément, l'impécuniosité des États. Et nous ne sommes pas les plus mal placés en la matière pour développer des analyses, nous prive de la possibilité d'agir avec autant d'efficacité, de volonté et d'impact que par le passé. La conjonction de tous ces éléments engendre un nouveau climat. Et ce nouveau climat, il place dans un dialogue singulier la société civile, les entreprises et l'État. La société civile, parce qu'elle reproche à l'État de ne pas remplir les missions qui lui incombent et attend des entreprises, Patricia l'a dit à l'instant, qu'elles exercent une responsabilité dans un champ qui n'est pas celui de leur intervention classique, la raison d'être, les entreprises à mission, mais aussi les règles élaborées par l'État lui-même imposant aux entreprises, dans des champs qui relèvent du domaine de philanthropie classique, d'intervenir. Ces lois, d'ailleurs, sont en débat, y compris lorsqu'elles ont une dimension européenne. Qu'est-ce que la loi, par exemple, relative au devoir de vigilance ? J'évoque là des sujets que je regarde d'un peu près, si ce n'est une loi qui impose aux entreprises de mesurer l'impact sur la santé, l'environnement, les droits humains de leurs activités, c'est-à-dire de s'emparer de critères moraux qui jusqu'à présent n'étaient pas ceux qui prédominaient. Bon. De la même raison, quand l'État dit aux entreprises à travers des lois relatives à la prévention, à la lutte contre la corruption, quand vous êtes dans la philanthropie et dans le mécénat, vous devez mettre en place des processus en votre sein qui garantissent que ce que vous avez fait en faveur de la philanthropie et du mécénat n'était pas destiné à masquer une volonté d'engager des actions qui peuvent être constitutives d'infractions pénales, on est aussi dans un autre comportement, une autre réaction, qui est celle, non pas de la société civile qui exige des entreprises qu'elles se donnent une raison sociale et qu'elles se mobilisent pour des causes qui sont environnementales, sociales, culturelles, qui les dépassent, mais on est dans la volonté de l'État de faire en sorte que sa capacité de régulation et sa volonté de transparence imposent aux entreprises dans leur activité philanthropique des règles qui, jusqu'à présent, ne les contraignaient pas autant. Bon. Et puis, il y a ce qui relève de l'État lui-même. Et ce qui relève de l'État lui-même, pour en tout cas la conception que j'en ai, c'est faire en sorte que, par des dispositifs incitatifs et notamment fiscaux, la philanthropie soit encouragée, parce qu'elle est extraordinairement utile dans le pays. Deux, qu'il faut que l'État, dès lors qu'il fait cela, ne dissimule pas son impuissance derrière des leçons de morale. Alors je vais prendre des exemples très concrets, notamment à l'égard des entreprises et de la société civile. Quand on diminue drastiquement, pour des raisons qui tiennent à la situation budgétaire, l'allocation de moyens budgétaires publics aux actions philanthropiques, il ne faut pas réunir dans le même temps toute une série de réunions et de sommets pour expliquer aux entreprises en question qu'elles n'en font pas assez, alors même qu'on a privé une grande partie des acteurs privés des concours publics qui leur permettaient d'agir en la matière. Et donc, il faut que l'État soit incitatif, qu'il soit stimulant, qu'il laisse l'initiative citoyenne et privée se développer, qu'il le fasse sans suspicion et qu'il le fasse sans administrer des ordonnances, là où son impécuniosité le prive des instruments de l'efficacité de l'action. Merci. Patricia, justement, vous, femme d'entreprise, comment est-ce que vous jugez le cadre fiscal, législatif actuel du point de vue de l'entreprise ? Est-ce que vous trouvez que les responsabilités, les possibilités qu'il ouvre sont suffisantes ? Je crois que c'est un cadre multiple de toute façon, parce qu'il y a ce que pense, et ce que disait André Componnet tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs intervenants. Donc je pense que le cadre est assez incitatif, pas non plus outrageusement. Je pense que les conditions
d'effectivité de ce cadre sont beaucoup plus encadrées qu'elles n'étaient à une époque. Donc il faut justifier de chaque point de dépense, des contreparties qu'il y aura en échange, etc. Ça, c'est incroyablement compliqué. Vous voulez dire que c'est trop lourd? Non, je trouve que quelquefois c'est trop restrictif ou c'est trop contraint. Mais le plus important, c'est que l'État ne se défausse pas de sa mission en se disant les entreprises y pourvoiront. Ça, je crois que c'est extrêmement important, notamment dans les missions publiques. Les entreprises peuvent accompagner des choses, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du soutien de situations d'accompagnement, par exemple, dans les politiques culturelles. Je pense que l'État ne peut pas se dire « je peux pas faire plus, donc je fais moins et les entreprises feront ». Je pense qu'il faut que l'État joue toutes ses missions et les entreprises accompagneront. Ça, je crois qu'il faut que cette incitation-là, notamment dans tout ce qui traite pour moi des deux choses les plus importantes, de mon point de vue, à voir, c'est la culture et la liberté de penser. Je viens de passer quelques jours avec beaucoup de gens de la tech internationaux. Je pense qu'on a un nécessaire besoin, et ça n'est pas faire insulte à toutes les activités de soutien social et autres qu'il faut bien sûr continuer et accompagner. Mais je pense que le soutien à la culture, à la connaissance, à la rationalité, à l'histoire, à pourquoi la culture est aujourd'hui ce qu'elle est, avec les œuvres historiquement informées, avec la mise en contexte, avec pourquoi les grands auteurs ont écrit comme ils ont écrit. Il n'y a pas que Victor Hugo, mais il y en a aussi lui sur les thèmes. Donc je pense que l'accompagnement à la culture qui donne cette liberté de s'extraire de TikTok, de comprendre un peu mieux la complexité des choses, la mise en perspective et la philosophie et autres sciences importantes, ça je crois que ce sont des missions qui ne doivent pas être abandonnées par l'État au motif que c'est impécunieux, mais très accompagnées par les entreprises qui doivent pouvoir le faire. Tomber de l'autre côté du cheval pour les entreprises, ce serait ne faire ou n'accompagner que des missions qui sont directement dans leur objet social. C'est-à-dire qui se limiteraient parce qu'on penserait que c'est plus facile à expliquer, plus facile à soutenir pour les collaborateurs, plus proches de leurs préoccupations. Non, c'est pas faux. En interne, disons, c'est plus vendable, en quelque sorte, à partir du moment où il y a une adéquation intelligible facilement, non ? Oui, mais ça ne peut pas se limiter à ça. Je pense que c'est bien sûr plus facilement vendable. Mais ça revient dans une sphère qui est trop proche et qui ne rend pas hommage au rôle global de l'entreprise dans le temps et dans le fait d'avoir des collaborateurs et un attrait. Et je pense que l'attrait des entreprises pour un certain nombre de gens, il sera aussi dans la philosophie, les valeurs qu'elles portent et la manière dont elles s'expriment en France et à l'international. Donc se limiter à quelque chose qui est trop proche de ce qu'on fait, parce qu'on pense que c'est ça que les collaborateurs veulent faire, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. En revanche, considérer que l'entreprise peut tout et qu'elle doit remplacer l'État, non plus. Donc oui, il faut qu'il y ait un lien. Il faut que ce soit justifiable vis-à-vis des collaborateurs en leur disant, et on voit d'ailleurs maintenant, dans tous les documents de référence qui sont ces pavés de 400 pages, dans lesquels l'entreprise explique tout ce qu'elle fait. Mais c'est très intéressant dans les premières pages de ces ouvrages, où l'entreprise dit « voilà qui nous sommes, voilà quelle est notre mission, voilà quelles sont nos valeurs vis-à-vis de notre entourage, qu'il soit interne, de nos collaborateurs, mais aussi vis-à-vis du ou des pays dans lesquels on exerce notre mission, vis-à-vis des chaînes de valeur, c'est-à-dire de nos sous-traitants, de nos fournisseurs, et dans quel univers économique on se pose. » Et donc dans ces moments d'expression, l'entreprise rayonne très large pour dire d'où elle vient, où elle va et comment elle va y aller. Et ça, je pense que c'est très porteur et qu'à partir de ça, il y a toutes les missions pour choisir les bonnes actions culturelles, d'éducation, de santé, de quoi que ce soit, qui sont en accord avec l'esprit. C'est la constitution des entreprises. Et ensuite, on peut décliner plein de choses, mais on sait pourquoi on le fait ou comment on le fait. Pierre, vous nous avez livré tout à l'heure votre diagnostic. Maintenant, si on se place sur le plan du souhaitable, qu'est-ce que vous, en tant que président de la Fondation, vous attendez de l'État et des entreprises ? D'abord, dans un pays où l'État est tout, ou a été tout, comme le rappelait Bernard Cazeneuve, admettre pour l'État que l'intérêt général n'est pas son monopole,
et que chacun peut agir pour l'intérêt général, c'est un des slogans de la Fondation de France, c'est un saut qui a été accompli, mais pas encore totalement. Je veux dire par là qu'on trouve encore parfois, de la part de l'État, de ses institutions, cette alternance entre la défausse, comme disait Patricia, et la suspicion, comme le relevait Bernard Cazeneuve. Et il faut absolument que l'État admette profondément qu'il y a une capacité de chacun, à titre individuel, et des entreprises à leur place, d'agir pour l'intérêt général. Ensuite, je crois que la leçon d'André Comte-Sponville, c'est qu'il faut admettre une part d'égoïsme dans la démarche philanthropique. Or, parfois, au nom d'une conception très radicale de la générosité ou de la philanthropie, l'État peut en venir à contester tout intéressement personnel à la démarche philanthropique. C'est ce que disait Patricia il y a un instant. Il faut quand même qu'il y ait une forme de retour. Une forme de retour en termes d'image, de réputation, même de satisfaction pour les salariés de l'entreprise à participer à une action collective. Or, parfois, dans certains commentaires de la part de l'État ou des institutions, j'ai à l'esprit certains membres de la Cour des comptes, par exemple, on a l'impression qu'il faudrait qu'il y ait une séparation totale, une absence absolue de quelque intérêt que ce soit pour l'entreprise à mener une action philanthropique pour justifier de l'incitation fiscale dont elle bénéficie. Non, comme cela a été dit tout à l'heure, la philanthropie efficace, c'est de l'égoïsme partagé. Et il faut admettre cette part d'intérêt dans la démarche philanthropique. En troisième lieu, Patricia évoquait le cadre fiscal en particulier. Je crois que nous disposons en France, depuis une vingtaine d'années, depuis la loi Yagon 2003, d'un cadre qui est probablement un des plus complets et un des plus efficaces d'Europe et dans le monde. Il n'a été ébréché qu'une seule fois, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, par l'introduction d'un plafonnement pour les dons des entreprises. Nous l'avons regretté parce que c'était une rupture par rapport à un cadre qui a été fixé depuis plus de 20 ans, et surtout parce que ce que nous attendons de l'État, ce que la philanthropie attend de l'État, c'est la stabilité juridique et fiscale. Pour l'investissement, pour le développement économique, comme pour la philanthropie, la stabilité fiscale, la prévisibilité fiscale sont des choses excessivement importantes. Bernard, et vous qui connaissez éminemment bien l'État, justement cette phrase de Pierre sur il faut qu'il admette qu'il n'a pas le monopole de l'intérêt général, ça vous paraît, est-ce que c'est quelque chose qui est compréhensible par l'État français, les hauts fonctionnaires français? Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que, pour continuer la réflexion de Pierre, que l'État soit toujours bien conscient de ce qu'est l'intérêt général et que ceux qui sont en charge de conduire les politiques publiques soient bien en situation de l'incarner toujours et de mettre en œuvre, pour la part qui leur incombe, ce qui relève de leur responsabilité. Et on a vu dans beaucoup de domaines l'État manquer à ses missions d'intérêt général pour des raisons qui tiennent à ses dysfonctionnements, pour des raisons qui tiennent à son État, pour des raisons qui tiennent à ses finances. Et moi, je suis quand même extrêmement préoccupé, peut-être comme un certain nombre d'entre vous dans la salle, du processus lent, mais certain, d'affaissement des institutions, d'effondrement de la politique, y compris et surtout dans sa dimension de représentation et d'incarnation de l'intérêt général, et de la capacité de ceux qui agissent dans le champ politique à se détacher de contingences personnelles, des calculs qui font le charme de la politique lorsqu'elle s'abaisse, pour ne pas perdre de vue les considérations d'intérêt général. C'est quand même une réalité à laquelle on est confronté. Et c'est sans doute plus difficile à Patricia et à Pierre de le dire parce qu'ils ne sont pas dans le champ politique. Mais moi qui y ai été longtemps et qui regardais en entomologiste le monde politique et continue à le regarder, je lui en veux beaucoup de perdre de vue les considérations d'intérêt général pour s'attacher à toute une série d'autres considérations extrêmement narcissisantes pour ceux qui sont dans le champ politique,
mais absolument pas conforme à la défense des objectifs d'intérêt général que la politique ne devrait jamais perdre de vue. Donc, est-ce qu'il faut ici faire la distinction entre le monde politique et l'État dans son fonctionnement, la haute fonction publique ou pas? Parce que l'État, c'est pas un spectre, c'est pas quelque chose de désincarné. L'État, il est représenté par ceux qui, à un moment donné, concourent par le suffrage à l'exercice de la responsabilité de la direction de l'État. Donc moi, je ne distingue pas les institutions politiques de ceux qui, à un moment donné, les représentent, même si les institutions politiques ont une dimension symbolique, historique, de permanence, qui va bien au-delà de la représentation éphémère par telle ou telle sensibilité à un moment. Mais il y a un lien entre la capacité d'un État ou des institutions à incarner l'intérêt général et ce que sont les mœurs et les habitudes politiques d'une époque. Je le crois très profondément. Et je pense qu'il y a là un mal, c'était peut-être le sujet que vous voulez évoquer pour partie, André, dans son introduction, qui me préoccupe grandement et qui témoigne des faiblesses et de l'incapacité d'une époque. Il y a un deuxième sujet, c'est que si l'État veut incarner ses missions d'intérêt général, il faut qu'il ait les marges de manœuvre pour le faire et qu'il ait un minimum de moyens pour agir. Bon. Or, la faible préoccupation que nous avons notamment dans ce pays des comptes publics, de leur équilibre, fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation de dégradation telle qu'on est privé de toute capacité d'agir pour mener les politiques publiques en raison de l'état des comptes. Bon, alors c'est vrai sur l'État-providence, mais c'est vrai sur la politique culturelle, etc. Bon. Donc ça, c'est un deuxième sujet de préoccupation. Puis il y a un troisième sujet de préoccupation, qui est un peu la synthèse des deux autres, c'est que quand on est faible et qu'on a perdu sa boussole, on essaie de se donner les sentiments de la puissance en intervenant surtout à tout moment et en administrant à tous les acteurs des ordonnances pour leur expliquer comment il faut faire alors qu'on est soi-même dans l'impossibilité de continuer à agir. Bon. Donc ça agace. Je vois beaucoup d'acteurs irrités pour des raisons qui tiennent à ce lent processus et cette lente évolution des comportements. Alors que faire une fois qu'on a fait ce constat? Première chose, il faut, même quand il est dans la difficulté que je viens de dire, que l'État essaie d'agir dans le domaine régalien qui relève de sa compétence et sur lequel aucun autre que lui ne peut agir. Alors, je vais prendre un exemple concret sur la politique culturelle, par exemple, qu'évoquait Patricia tout à l'heure. Je suis absolument convaincu, et l'action de l'État dans le temps long de l'histoire de la politique culturelle le montre, que si l'État n'est pas celui qui encourage la création, qui prend le risque d'encourager la création là où personne ne le fera parce que les créateurs sont parfois sur des chemins trop audacieux, trop avant-gardistes, etc., nous risquons de perdre une grande partie de la capacité de financement de la création. Ce qui ne veut pas dire que les acteurs privés ne peuvent pas y contribuer. Mais si l'État ne considère pas que le financement de la création est dans ses prérogatives régaliennes, alors on a du mal à encourager les autres à le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les budgets culturels, dans les communes, les grandes collectivités comme dans l'État, 90 à 95% des budgets sont des budgets de fonctionnement. Ce ne sont pas des budgets d'aide à la création. Et nous avons énormément de difficultés à faire ce que l'État a fait dans certaines grandes périodes, c'est-à-dire aider les créateurs à prendre le risque de l'audace. Bon, ça, c'est l'État qui doit le faire. Et si l'État, même impécunieux, maintient une volonté visible dans ce domaine, alors la capacité d'entraînement de tous les autres en est facilitée. Bon. Deuxième point, je pense qu'il faut que la société et l'État n'aient pas de suspicion à l'égard de ceux qui, par leur générosité et leur engagement, décident d'allouer des moyens à des politiques publiques qui peuvent relever du champ de l'intérêt général. Le fait qu'une entreprise décide de financer des opérations qui sont loin de son cœur de métier, parce que ça donne une fierté à ses salariés, c'est un facteur d'attractivité, y compris en matière d'attractivité de ressources humaines de l'entreprise, ne me choque pas. Et je pense que nous n'avons pas de suspicion à avoir à l'égard de ces entreprises qui vont dans cette direction-là. Bien entendu qu'ensuite on veille à ce que tout cela soit fait dans des règles de transparence qui permettent de faire en sorte que les principes de droit ne soient pas enfreints, on peut le comprendre, mais il n'y a pas de suspicion à avoir à l'égard de ceux qui donnent de leur temps, de leur argent pour faire des choses qui sont utiles à la société. Et
il y a encouragé les citoyens à participer de ce mouvement, parce qu'une société dans laquelle il y a un État, des entreprises et des citoyens décident de concourir ensemble à de grandes causes est de nature à créer quand même dans la société un climat de confiance. Et je termine par là, ce qui me fait mal dans la société française aujourd'hui, c'est le climat de suspicion généralisée qui existe, quelles que soient les initiatives prises et quel que soit le sens des initiatives. Aujourd'hui, une entreprise prend une initiative dans un domaine, vous allez avoir plus d'acteurs qui vont dire pourquoi fait-elle ça, quelles sont les arrière-pensées, est-ce bien de son rôle, et puis on va la mettre en cause ensuite, éventuellement même en engendrant des commissions parlementaires pour s'intéresser à des sujets qui ne relèvent en aucun cas du domaine du contrôle du Parlement sur le gouvernement, parce que la suspicion est généralisée. Non. Si on veut faire des choses, si on veut sortir de l'état de déprime dans lequel est la société française, il faut quand même accepter qu'il y ait des acteurs qui, dans la société française, fassent des choses de façon désintéressée, le fassent sincèrement, et qu'on puisse de temps à autre, ce n'est pas interdit, les remercier pour ce qu'elles font. Patricia, cette suspicion, d'abord, est-ce que vous la sentez? Vos adhérents la sentent-ils? Et comment faire pour la contrecarrer, pour lutter contre elle? Alors, je partage absolument tous les mots qu'a dit Bernard Cazeneuve sur ce sujet. Je trouve que, d'abord, l'État ne peut pas se défausser de sa mission, ni dans la mission habituelle de « faites-le à ma place parce que je n'ai plus les moyens », ni dans la mission de soutien à la création et à l'innovation. Il y a maintenant des nécessités en politique culturelle, notamment, d'avoir de l'innovation technologique. Il faut arriver à soutenir la manière dont la création va se faire dans les années qui viennent, et pas seulement l'ancienne création, d'autant plus, ou les formes anciennes de création. Et ça, c'est extrêmement important que l'État joue son rôle, même en disant « j'ai pas les moyens de tout faire, et donc accompagnez-moi », et d'avoir une attitude positive à l'égard de ces accompagnements, et pas de crainte ou de méfiance, mais au contraire d'accompagnement, mais pour autant ne pas se défausser ni de ces missions essentielles du soutien à la culture, notamment, ni à la création, ni à l'innovation qui va avec, et la mise en œuvre de toutes ces politiques. Je crois que c'est extrêmement important, d'autant que l'innovation se porte quelquefois sur, enfin c'est un exemple qu'on connaît bien, Bernard et moi, sur la musique, à partir de justement la recherche de l'histoire. Pourquoi les œuvres ont été faites comme ça, dans quel contexte, et comment est-ce qu'on peut les mettre dans une lecture d'aujourd'hui à partir de choses qui sont plus traditionnelles, plus patrimoniales. Et donc c'est ça aussi qu'il faut accompagner. Donc je crois qu'il faut vraiment soutenir l'innovation, je pense qu'il faut vraiment soutenir la création de façon très forte. La deuxième chose qui m'importe, c'est comment faire en sorte que les nouveaux publics acquièrent les gens lisent moins, les enfants sont moins avertis d'un certain nombre de choses, et donc il faut les accompagner. Et il y a un programme, alors vous allez trouver que je parle beaucoup de musique, mais c'est vrai, mais j'ai eu l'honneur de présider la Philharmonie de Paris pendant 15 ans, donc je me suis beaucoup occupée de ces questions-là, et notamment de saluer le programme qui s'appelle Demos, et qui a été extrêmement bien fait en associant justement toutes les valeurs qu'on est en train d'évoquer. L'État avait déterminé une série de pays, de localités, avec des politiques, dites politiques de la ville. Et la Philharmonie a répondu en créant des orchestres d'enfants avec l'éducation nationale, avec les soutiens locaux et franchement les admirables assistants qui assurent ces suivis de politique dans les différents pays sur le terrain tous les jours sont vraiment très, très, très remarquables. Et donc de faire des programmes qui, pendant 4 ans, entre 8 ans et 11 ans, les élèves avaient 2 fois 2 heures de musique par semaine, en groupe, avec leur école, et en pratique collective, d'abord avec des groupes de 15, et puis ensuite en orchestre plein, avec un week-end entier à la Philharmonie de Paris, où tous les orchestres d'Emos de France et d'outre-mer venaient jouer pendant toute une journée et rendre leurs travaux faits. Et donc, saluer, c'était très professionnellement fait, à la fois sur le plan scolaire et sur le plan d'enseignement musical. Ça associait naturellement des professeurs, des musiciens, des accompagnants sociaux, mais il est absolument établi, le parrain de ça était Lilian Thuram,
qui disait que quand il était petit, sa maîtresse mettait de la musique classique avant d'entrer en classe, mais il n'osait pas dire qu'il aimait. Et donc il a soutenu beaucoup ce programme, mais ce programme a été soutenu et a fait que très vite, on sait très bien mesurer le fait que ces enfants qui faisaient de la musique pendant autant de temps réintégraient tous l'école, avaient des meilleures notes, se comportaient en collectivité infiniment mieux, développaient des fonctions artistiques et intellectuelles beaucoup plus grandes, et que c'était un franc succès sur le plan de la maturité. Donc il y a des initiatives qui ont été prises, et elles sont merveilleuses quand elles sont collectives entre toutes les parties prenantes. Alors c'est un énorme chantier, c'est un énorme boulot, il faut le faire vraiment au quotidien et pendant des années, donc c'est lourd, mais c'est aussi à ce prix que la qualité y est et qu'on peut retrouver une forme d'espoir, de positif, d'optimiste. Tous ces enfants iront plus loin dans leurs études. Ils ne seront pas tous musiciens, mais tous ces enfants iront beaucoup plus loin dans leurs études, auront compris beaucoup de choses et sont, quand on les voit, le sourire de ces enfants quand ils viennent jouer, c'est absolument extraordinaire. Et il y a d'autres initiatives comme ça qui ont été faites dans d'autres domaines de la culture ou de l'éducation, mais il faut saluer, encourager toutes ces grandes initiatives et les faire vraiment en grand et en plein. Il y a maintenant 60 orchestres d'Emos en France. Formidable. Donc c'est tout à fait. Donc il y a des choses qu'on peut faire pour accompagner tout ça. Et la confiance a régné. Les soutiens mécènes sont venus, bien entendu. C'est très largement financé par le mécénat. Il y a une fondation à l'Institut pour le financement de ces activités. Et je pense que le rôle de la Fondation de France sur ces sujets-là est majeur. C'est là où on trouve l'équilibre, la façon de faire et l'accompagnement dans la durée. Donc c'est aussi à saluer beaucoup. Pierre. Oui, accompagner toutes les initiatives, vient de dire Patricia. Ça m'invite à un commentaire sur ce que Bernard disait tout à l'heure à propos des difficultés que rencontre aujourd'hui l'État à définir l'intérêt général. Et malgré cette difficulté, il a parfois la tendance à distinguer entre des causes d'intérêt général, voire même à les hiérarchiser. Et c'est une observation que je voulais faire lorsque vous nous invitiez à exprimer des attentes vis-à-vis de l'État. Je crois qu'il est important de résister à toute idée de hiérarchiser entre les causes, entre ceux qui relèvent de l'intérêt général. Cette tendance existe parce qu'il y a des situations, des catastrophes notamment, où, sous l'empire de l'émotion, on est tenté de mettre en place des dispositifs particuliers, encore plus incitatifs que des dispositifs de droit commun. On l'a fait historiquement pour les Restos du Cœur, on l'a fait tout récemment pour Mayotte, mais c'est introduire entre des causes d'intérêt général, culture, éducation, santé, recherche, une préférence, une distinction qui nous gêne à la Fondation de France, Fondation de toutes les causes, parce que nous considérons que dès lors qu'un fondateur, un donateur s'engage pour une cause d'intérêt général, il n'appartient pas à l'État de dire que telle cause est plus valide et plus pertinente qu'une autre. Il y a l'urgence qui peut être un déterminant. Mais l'urgence, ça veut dire mettre en place un dispositif permettant de recueillir rapidement les fonds nécessaires. Est-ce que ça requiert véritablement une différenciation avec les risques que certaines causes, relevant moins de l'émotion ou moins de l'actualité, moins de l'urgence, soient de ce fait dévorées, dévalorisées et maltraitées. Il n'y a pas d'effet d'éviction massif. Lorsqu'on a créé la souscription nationale pour Notre-Dame, il n'y a pas eu d'effondrement des dons pour d'autres causes. Mais, encore une fois, éthiquement, philosophiquement et dans l'esprit de la mobilisation de la philanthropie pour l'intérêt général, je crois qu'il faut essayer de résister à cette idée de hiérarchiser selon les causes, parce que certaines risquent de rester orphelines. La deuxième remarque sur l'évolution des rôles respectifs. Ce qui a frappé le fonctionnaire que j'ai été pendant 45 ans, c'est de constater au contact de la philanthropie, des fondateurs, des donateurs, à quel point certaines valeurs, certains principes d'action que je croyais profondément attachés à l'État avaient été en fait transférés ou s'étaient déplacés vers la philanthropie. Le souci du long terme, par exemple. C'est une observation qui a été faite par plusieurs des bénéficiaires de nos soutiens en matière de recherche et de recherche médicale en particulier.
où beaucoup d'équipes expliquaient que seule la philanthropie assurait un financement sur 15 ans ou sur 20 ans pour tel ou tel projet de recherche, alors que l'État et ses institutions de recherche ne pouvaient plus garantir un financement pluriannuel certain dans la durée. De même, l'innovation. Je pensais fondamentalement que la prise de risque dans l'innovation, c'était le propre de l'État. Et ces équipes de recherche médicale nous expliquaient que telle ou telle thérapie qui s'était révélée prometteuse avait fait l'objet d'un soutien du mécénat et de la philanthropie, alors que l'État était plus réticent à prendre ce risque. Cela vaut également pour la création et culturelle, comme cela a été dit tout à l'heure, aussi bien par Bernard que par Patricia. Quand on lit l'histoire des relations entre l'État et la musique, le livre de Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, qui est formidable, on voit à quel point, pendant 3 siècles, le financement de la création, c'était vraiment le propre de l'État. Aujourd'hui, les présidents des grandes institutions culturelles vous expliquent que, effectivement, le budget de la création est un budget issu du mécénat. L'effort public parvient à maintenir le fonctionnement, le paiement des salaires, de l'immobilier à l'Opéra ou à la Comédie Française, mais toute la création dépend du mécénat. C'est une évolution des rôles qui, me semble-t-il, n'a jamais été réfléchie, n'a pas été vraiment voulue. Qui s'est faite sous l'empire de la nécessité financière. Sous la nécessité financière et au prix, encore une fois, d'une dépendance très forte par rapport au financement privé, tant mieux pour la philanthropie. Mais il me semble, comme l'a dit Bernard aussi, que la responsabilité éminente de l'État, c'était le long terme, c'était la création, c'était la prise de risque, c'était aussi l'innovation. On va prendre vos questions dans quelques instants. Encore une question, Pierre, vous évoquiez à l'instant le Notre-Dame, bon, cette opération qui a quand même été très importante. Ça doit être un modèle ou pas? Une fois par siècle. Quand on met le feu aux cathédrales. En quoi, et justement, quelle lecture vous en faites? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Non, ce qui a été formidable, Notre-Dame, c'est cet élan extraordinaire de générosité issu de l'émotion, issu de la reconnaissance du caractère extraordinairement symbolique de ce que représentait Notre-Dame, et avoir réuni en l'espace de quelques semaines, en fait, 850 millions d'euros, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qui destine cette affaire à rester unique, c'est que l'État n'ait absolument pas contribué, sauf pour le paiement des fonctionnaires de l'établissement public, après une discussion qui a été longue. Ceux d'entre vous qui ont participé au comité des donateurs de Notre-Dame se souviennent des discussions difficiles que nous avions eues lorsque les donateurs, les fondateurs, Fondation de France parmi eux, ont demandé que tout ce qui relevait des rémunérations des fonctionnaires de l'établissement public ne soit pas couvert par le mécénat. De même, il nous avait paru un peu anormal qu'une taxe d'occupation du domaine public par le chantier puisse être imputée au mécénat. Donc nous avons veillé à ce que l'argent des donateurs, l'argent de la philanthropie serve exclusivement à la reconstruction de Notre-Dame après l'incendie. Mais l'État ne saurait s'en remettre exclusivement au mécénat et la générosité privée pour tout ce qui relève fondamentalement de lui, à savoir l'entretien et la pérennité de ce que représentent les cathédrales de France. C'est là où l'État se défausse de temps en temps sur des causes. Peut-être y a-t-il des questions? Oui, madame. Attendez, on va vous apporter un micro, je pense. Si vous pouvez vous présenter avant de formuler votre question, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Annick Salinas-Leridin de la Fondation Abalone. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous parlez de l'État, vous parlez de... On est là, nous, petites fondations, où tous les jours on se bat avec le minimum d'argent et de moins en moins. Et puis, comme c'est des fonds privés, on a plus d'argent quand l'entreprise va bien. Et quand elle va mal, bien évidemment, on est obligé de réduire la voilure. Moi, je voudrais simplement donner une petite note d'optimisme par rapport à l'État.
parce qu'en fait, je remercie d'ailleurs la Fondation de France et vraiment toutes vos équipes, parce qu'elles sont vraiment formidables et elles nous aident au quotidien. Mais je reste, moi, assez optimiste, parce qu'au vu de ce qui se passe en France, des grosses problématiques, eh bien, nous, petite fondation, en fédérant, en étant dans l'innovation des idées, mais je rejoins vous aussi, Madame Barbizet, sur comment dirais-je, les créations. Moi, je vous donne un exemple de ce que fait la Fondation Abalone, qui va vous résumer un peu l'optimisme que j'ai par rapport avec fédérer avec les collectivités, brièvement, avec s'il l'État. vous plaît. Juste, simplement, il suffit, quand on veut réunir, je parle le côté culturel, de faire des actions avec les collectivités, parce qu'il y a des désengagements de la région, etc., mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Je peux vous assurer qu'on a une écoute formidable envers l'Association des maires de France et qu'on peut, grâce à l'Association des maires de France, grâce, dans toute impunité, sous couvert de la Fondation de France, créer des événements pour pouvoir aider des associations par une action, un événement, un spectacle ou quoi que ce soit, redonner à l'association de l'argent pour pouvoir, sur le terrain au quotidien, faire de la philanthropie, aider les gens, parce que si nous, petite fondation, on n'est pas là pour aider les associations de France qui tiennent le terrain et qui apportent tellement au pays, eh bien, je peux vous assurer que rien ne se passera. Donc moi, je crois, n'attendons pas tout de l'État, puisque l'État, de toute manière, elle n'a plus d'argent, on le sait, mais je peux vous assurer qu'on ne va plus demander de l'argent aux entreprises, on ne peut plus demander de l'argent aux gens, on demande aux maires des gratuités de salles, on demande à des choses qu'on peut aussi défiscaliser ou peu importe, mais des actions fédératives sans, pour ça, y mettre de l'argent. Voilà, c'est ça mon témoignage. Mais on va faire réagir nos intervenants sur votre témoignage. C'est vrai que vous évoquiez les associations qui sont les fantassins de tout ça et dont les budgets ont quand même été sérieusement amputés. J'ai un chiffre en tête, je crois que les subventions ont diminué de 41% sous l'effet des coûts budgétaires. Pierre, c'est ça aussi, donc la Fondation de France et les fondations abritées, et puis ces relais très nombreux, 1 400 000 associations en France, qui se battent pour la philanthropie. Oui, comme vous l'avez dit, madame, les associations, la vie associative est décisive pour le lien social. En particulier dans les petites communes, dans les zones déshéritées, et même sans parler de certaines zones, certaines régions par rapport à d'autres. Le lien social, encore une fois, qu'évoquait tout à l'heure André Comte-Sponville, il est fait d'engagement individuel et d'action collective. Or, la situation est effectivement, comme l'a dit madame, difficile pour beaucoup d'associations aujourd'hui. La réduction des subventions des collectivités territoriales met à l'épreuve beaucoup d'associations dont on découvre à cette occasion que leur modèle économique, puisqu'il faut parler de modèle économique, y compris pour la vie associative, était excessivement dépendant de subventions publiques. Donc il y a besoin absolu d'entretenir cette vie associative et la vitalité de ces associations. Nous y réfléchissons aujourd'hui. Ce n'est pas la vocation première de la Fondation de France que de permettre à ces associations de fonctionner, mais néanmoins, dès lors que la Fondation de France et ses fondations agissent via des associations, la pérennité de ce que nous faisons repose sur des associations capables effectivement de réaliser sur le terrain les projets que nous soutenons. Donc nous réfléchissons précisément en ce moment même à la manière dont nous pourrions non pas nous substituer à l'État et aux collectivités territoriales, mais entretenir cette vitalité du lien associatif qui est encore une fois au cœur de la démarche philanthropique telle qu'elle est mise en œuvre. Ah, une proposition précieuse. Merci madame. Peut-être encore une question. Oui ? Si on pouvait apporter un micro, madame. Merci. Merci. Oui, bonjour, Cécile Advani de la Fondation BNP Paribas. Et donc,
Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Madame la Présidente, sur en fait, le lien l'État et l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a les salariés, vous les avez évoqués. Et en fait, les entreprises s'engagent évidemment pour le bien commun. On a l'habitude, nous, de dire qu'on ne gagne pas dans un monde qui perd. Donc, mais il y a aussi les salariés qui sont avant tout, tout autant des citoyens. Et donc, cette démarche d'intégrer les salariés dans l'œuvre philanthropique de l'entreprise, ça me semble très important pour faire le lien avec l'État, parce qu'ils sont demandeurs en fait d'actions philanthropiques. Et on parlait de valeurs, les valeurs d'un groupe, les valeurs du bien commun, de l'État. On s'y retrouve assez. Et je me demande si, c'est peut-être trop de réglementation, mais si on ne pourrait pas penser des cadres plus renforcés encore d'encouragement, d'engagement des salariés dans le cadre philanthropique. Alors, il y a déjà des mécénats de compétences, etc. Mais si peut-être, finalement, ça fait voilà, le monde des salariés, c'est 18 millions de personnes en France, il n'y aurait pas quelque chose à faire, en fait. Patricia. D'abord, c'est une question très importante, mais je pense que ça dépend un peu de la taille et de la situation de l'entreprise et de l'endroit de son écosystème. Donc, je connais mieux les grandes et je pense que chacune a son rôle à jouer. Chaque entreprise de chaque taille, dans chaque endroit, a sa propre réflexion sur son environnement et comment elle peut contribuer. Et toutes le font. Tous les chefs d'entreprise sont très attentifs à leurs salariés à l'intérieur et leurs collaborateurs, et aussi à l'écosystème qui les entoure. Dans les grandes entreprises, ça a été très largement réfléchi. Il y a des tas de sociétés qui défendent des causes en tant que telles et qui y associent tous leurs collaborateurs, quelquefois du monde entier. Je sers dans une entreprise qui a pour mission, qui n'est pas la culture, mais qui est sur l'environnement. Un jour, tout le monde travaille dans le monde entier, il y a des milliers et des milliers de salariés, tout le monde travaille pour une cause environnementale, ensemble. Alors ça peut être la gestion des déchets dans un village de l'Inde, ça peut être quelque chose d'autre, mais une fois par an, toute la société, les dizaines de milliers de personnes de la société font une action commune qui sert leur communauté proche. Et il y a plein d'initiatives. Quand on regarde toutes les grandes entreprises, il y en a à la BNP bien sûr, mais toutes les grandes entreprises définissent. Et c'est là où c'est intéressant de revenir à quelle est leur mission et comment eux-mêmes la décrivent. Dans les débuts des rapports annuels, il y a notre mission, qui sommes-nous et à partir de ça, tous déclinent pour l'engagement collectif de tous leurs collaborateurs et de tous les écosystèmes, une ou deux causes qui sont quelquefois la même pendant des années, d'autres qui changent au fil des priorités du moment et qui associent tout le corps social, et ça c'est très important aussi, je pense. Oui, monsieur, et puis madame, et après on demandera un mot de conclusion à chacun de nos intervenants. Monsieur tout d'abord, et madame ensuite. Bonjour, Arnaud de Berthier, Fondation Éclore. Moi, la question que je me pose, c'est, pour ce pays, si on voulait que la philanthropie soit, 5 ou 10 fois plus grande, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quels sont les bons leviers, au-delà du levier fiscal qu'on a évoqué ? Bernard Cazeneuve, est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Je crois que ça a été dit excellemment par Pierre et Patricia. La stabilité des dispositifs d'accompagnement par l'État est essentielle pour garantir dans la durée la montée en puissance des actions philanthropiques. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que les entreprises et les citoyens qui s'y engagent soient soumis à une incertitude législative, réglementaire, à la versatilité parfois de l'État dans la mise en œuvre de ces politiques qui perturbe un engagement qui, si on veut qu'il soit important et qu'il permette de conduire des politiques ambitieuses, doit être durable. Donc je crois que la première condition, c'est la stabilité des dispositifs qui doivent au mieux s'améliorer, mais en aucun cas se dégrader si on veut encourager la philanthropie à long terme. Deuxièmement, ça a été dit par nous trois, il faut une bonne complémentarité entre les acteurs, que l'État reste dans ses prérogatives et que restant dans ses prérogatives, c'est en tous les cas ce que je ressens et ce que je pense, il accompagne avec lui tous les autres sans être trop prescriptif dans la manière
dont il encourage les acteurs de la philanthropie à s'engager dans des actions généreuses. La troisième chose, c'est qu'il faut, sur toute une série de sujets qui apparaissent comme prioritaires, sensibles pour les citoyens, créer les conditions d'une relation entre les acteurs qui permettent d'aller plus loin. Alors je vais prendre un exemple concret qui fait écho à la question précédente sur la manière dont les entreprises peuvent s'engager dans des actions philanthropiques. Il s'avère que pendant la période des attentats, nous avons ressenti beaucoup la volonté des citoyens de s'engager pour la nation à travers les réserves, l'action des sapeurs-pompiers volontaires, les actions des associations de protection civile. Et nous avons aussi ressenti que beaucoup de ceux qui souhaitaient s'engager notamment dans le volontariat au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers pouvaient avoir des difficultés à obtenir le temps nécessaire dans l'entreprise pour pouvoir s'engager dans ces actions sapeurs-pompiers volontaires. Le ministère de l'Intérieur, à ce moment-là, a engagé une action avec les grands acteurs du monde de l'entreprise, et beaucoup d'entreprises ont accepté de signer des accords avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers par lesquels elles donnaient du temps aux citoyens qui voulaient s'engager à ce moment-là. Et ça a eu un impact considérable dans le nombre d'engagements de sapeurs-pompiers volontaires, dans un contexte particulièrement traumatisant pour le pays, qui conduisait les entreprises à vouloir se mobiliser, les citoyens à vouloir s'engager. Et là, des accords ont été trouvés et qui se sont poursuivis au-delà de la période des attentats. J'ai évoqué le sujet il y a de cela quelques jours avec le nouveau président de la Fédération des sapeurs-pompiers volontaires. C'est une action qui s'est poursuivie et on commence à avoir des résultats qui ne sont pas négligeables. Merci. Une dernière question, madame, et puis une conclusion de chacun de nos intervenants. Merci, bonjour à toutes et à tous. Frédéric Lemonnier, Fondation GRDF, une fondation qui est tournée vers les territoires et qui soutient beaucoup de projets d'expérimentation et d'innovation sociale, dans lesquels on se rend compte que l'acteur public est présent, accompagne, mais le rôle du mécène que nous sommes est assez déterminant pour financer ces logiques d'expérimentation. Donc il y a une forme de complémentarité qui peut s'exercer entre l'acteur public et l'acteur philanthropique autour de cette question de l'expérimentation d'innovation sociale qui peuvent venir nourrir potentiellement les politiques publiques ou inspirer des politiques publiques, préfigurer des politiques publiques. J'aimerais vous entendre sur cette question-là, M. Cavenous, M. Sellal, peut-être. Vous aviez évoqué tous les deux la notion de prise de risque. Est-ce que les mécènes peuvent prendre des risques que l'État ne peut pas forcément prendre? Voilà. Merci. En premier lieu, l'État, la collectivité publique la plus présente sur un territoire déterminé, a, de notre point de vue, vocation à participer à une action collective. Et c'est une réflexion d'ailleurs que nous avons engagée tout récemment au titre des fondations territoriales qui se mettent en place sous l'égide de la Fondation de France pour déterminer si la collectivité publique la plus compétente pour le type d'activité que nous souhaitons développer ne devrait pas avoir sa place, qu'elle apporte ou non un financement dans le cadre de cette concertation entre les acteurs. Donc vous avez raison, c'est une évolution qu'il faut encourager au titre de cette action collective. En deuxième lieu, sur la prise de risque, encore une fois, l'État devrait être au premier rang de la prise de risque, s'agissant de technologies avancées ou de recherche de pointe. Constatons que le financement de la recherche publique dans notre pays diminue tendanciellement sur longue période. Et c'est une situation préoccupante. Et s'il y a un domaine dans lequel il ne peut y avoir aucune défausse et aucune substitution possible, intégrale en tout cas, du secteur privé et de l'argent privé au financement public, c'est bien la recherche innovante et la recherche de rupture. Donc il faut absolument que notre État retrouve le goût de l'innovation, le goût du risque et
la capacité d'agir avec une certaine certitude pour les acteurs qui en bénéficient sur le long terme. Merci. Nous arrivons au terme de notre table ronde. Peut-être un mot de conclusion, si certains d'entre vous veulent le faire. Bernard, vous non? Non, juste un mot d'abord pour dire à quel point les acteurs qui ont une responsabilité politique dans les collectivités locales et dans l'État ont conscience de l'extraordinaire richesse que constitue l'ensemble des acteurs qui, dans les territoires et sur des sujets multiples, se mobilisent aux côtés de l'État, parfois sans lui, aux côtés des collectivités locales, le plus souvent avec l'efficacité du concours des collectivités locales globalement dans les territoires pour engager des expérimentations ou des initiatives innovantes. Et cette richesse-là est une richesse qui n'existe pas dans tous les pays et qui est un atout considérable pour la France. Donc, premier mot de conclusion, c'est quand même, pour les acteurs, je crois que c'est important qu'ils le sachent, la conscience que les acteurs publics et politiques ont en majorité de l'extraordinaire richesse et de la puissance d'engagement des acteurs qui contribuent à faire vivre la philanthropie dans notre pays. Deuxième élément de conclusion, je crois que beaucoup de ce qui relève des compétences de l'État en matière de création, d'innovation, ça a beaucoup été dit par Pierre et Patricia, dépendra dans les années qui viennent de la capacité dans laquelle sera notre pays de retrouver ses marges de manœuvre sur le plan budgétaire. Car quelle que soit la volonté de ceux qui dirigent une nation d'accompagner l'innovation et la création, si le courage de rétablir la situation budgétaire n'est pas là pour que le pays ait des marges de manœuvre, on ne voit pas très bien comment nous y arriverons. Et l'efficacité de l'action de l'État dépend en grande partie quand même de cela. Et puis, dernier élément, même si l'État devait retrouver ses capacités de manœuvre pour intervenir dans les compétences régaliennes qui sont les siennes, il ne faut pas que les ayant retrouvées, au motif qu'ils les auraient retrouvées, ils se mettent à vouloir brider ou par trop encadrer les initiatives qui ont prospéré au moment où il était impécunieux, parce qu'à ce moment-là, on retrouverait quelques vieux travers qui n'ont pas toujours contribué à faire vivre la philanthropie et la générosité, la solidarité, l'initiative et le droit à l'innovation, enfin la possibilité d'innovation dans ce pays, et ce serait à ce moment-là fort préjudiciable. Merci. Patricia ? Alors je souscris bien, mot pour mot à ce que dit Bernard Cazeneuve. Je trouve que dans certains éléments tragiques, ça a été les attentats, mais ça a été le Covid, on s'est aperçu, je crois que tout le monde a pris conscience de la force de ces associations, de ces fondations, de ces acteurs de terrain, dans tous les domaines et dans tous les coins de France. Et donc je crois que c'est très très important, et vous l'incarnez, enfin chacun d'entre vous, mais la convergence des moments, alors il y a eu des moments où cette convergence a joué pour Notre-Dame ou pour des choses plus amusantes et plus réjouissantes que n'ont été les événements tragiques, mais je pense que ça témoigne d'une force considérable, d'un engagement assez considérable de toutes les parties prenantes, qu'elles soient locales ou centrales, et finalement de tous les endroits, et qu'il faut simplement, et je pense merci à la Fondation de France de le faire, mais que ça se réunisse et ça prenne conscience de ce que font les autres, parce que ça existe partout, et finalement quand on sait qu'on est si nombreux et que c'est si efficace, je crois que ça renforce le côté collectif de l'engagement dont on a tout à fait besoin et qui est infiniment précieux, parce qu'il est si divers également. Merci. Le mot de la fin pour Pierre Sellal. Pour ma part, je serais tenté de faire mon miel des leçons d'André Consponville tout à l'heure. J'en ai retenu 3 principales. La première, ne pas céder à l'affliction, en considérant que nous vivrions une période marquée par un déchaînement, des inégalités, des discriminations, un effondrement de la morale. Il a dit des choses très pertinentes sur ce plan. Deuxièmement, soyons lucides sur ce que nous pouvons et devons faire. L'objectif de la recherche médicale n'est pas d'assurer l'immortalité. La défense de l'environnement, ce n'est pas la pérennité assurée de l'espèce humaine, comme il l'a dit. Parce que si on n'admet pas ces réalités, on est dans l'affliction, dans le pessimisme, et on ne fait rien du tout. Et la troisième leçon, c'est qu'il y a dans l'action philanthropique, dans l'engagement, un plaisir à cultiver, il y a un plaisir d'agir
Je ne sais pas ce que fait l'entreprise dans ce domaine relève du plaisir, mais c'est d'une autre nature. En revanche, pour l'engagement individuel, il y a un plaisir dans l'action que l'on peut appeler égoïsme. C'est celui-là qu'il faut cultiver, parce que c'est ainsi que nous pourrons développer cet esprit philanthropique. Merci. Merci à vous tous.